aujourd'hui, c'est si t'es pas dans une religion, mais t'as aucun rite de passage. T'as aucune pratique de cérémonie. T'as plus de rite. Et pourtant, avant les religions, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des rites. Que ce soit pour l'enfantement, l'arrivée d'un nouvel humain, le moment où il commence à marcher, la puberté, les premières règles, le mariage, la ménopause, la mort, le deuil, des grandes célébrations comme les récoltes, les plantations des jardins. Tout ça, c'était des choses qui étaient vécues collectivement, en conscience, sous forme de pratiques, de cérémonies, de rites. Qu'est-ce que tu as appris sur l'humanité en devenant mère? J'ai comme envie de dire c'est universel. Non, mais we are one. On est un. Donc, tu sais, il n'y a personne de parfait. Et quand on devient mère, qu'on devient père, on va toucher à des côtés de nous qui sont extraordinaires, qui sont amour pur et divin, et des côtés de nous qui sont proches du satanique, là, du devil, de l'obscur total, inimaginable, que t'es comme, oh my God, je savais pas que j'ai ça en moi. Et tu sais, d'être capable de reconnaître en marchant ce chemin que c'est à la fois, tu sais, comme tes côtés sombres, tes côtés lumineux, puis comment tu danses avec ça, puis comment tu te ramènes toujours dans la lumière, puis que tu prends soin de toi, que tu régules ton système nerveux, que tu t'entoures de ta tribu, que tu restes axé dans cette humilité. Ben, on est tous un. Tu sais, tous les parents, partout dans le monde, touchent à ça. C'est sûr que les parents qui élèvent leur bébé en tribu, qui ont plusieurs mères avec elles pour prendre soin de leur enfant, je pense qu'ils peut-être le touchent un peu moins que nous, qui vivons dans les sociétés comme modernes. Mais c'est notre réalité. Puis, on est un. Et c'est ça. J'ai côtoyé tellement de parents et de voir à quel point ça fait éclater notre ego, ça nous fait toucher à une vulnérabilité qu'on connaissait pas, et que c'est là la clé, que c'est dans cette ouverture, cette vulnérabilité, c'est même ces parts d'ombre que naît toute notre lumière, puis toute notre force et tout notre amour, tu sais, en tant que parents. Ok. Merci. J'ai une autre question pour toi. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Ouais? Oui. Comment tu te sens là? On est en gros à mi-parcours. Comment tu te sens? Ben, je me sens bien. C'est juste que ça me touche, tu sais, de penser à ça, au fait qu'on est un. Ouais. Tu sais, quand c'est dur, quand t'es en plein milieu de la nuit, puis ton bébé pleure, puis que tu sais, t'es fatigué, puis peut-être que t'as mal au dos, ou je sais pas, ou tu t'es engueulé avec ta mère, ou ta meilleure amie, ou tu sais, ou ton père, whatever, tu sais, comme peu importe là, que t'es la mère ou le père, tu sais, puis que tu touches à ces parties-là de toi où t'en peux plus, tu sais, puis tu l'aimes ton bébé, mais t'en peux plus, tu sais, parce que t'es humain. Ben de se rappeler, même dans cette solitude, que t'es pas toute seule, tu sais, que partout dans le monde, là, il y a des milliers de personnes en ce moment même qui sont dans cette émotion-là, et tu peux te relier à eux, puis, tu sais, te relier à ce fil invisible et dire, OK, on va le faire, tu sais. Puis juste comme surfer cette vague-là de désespoir, de fatigue, de douleur, c'est juste la surfer, puis de pas vouloir que ça soit autrement. Je pense que ça, c'est une des clés pour sauver à ces nuits parfois difficiles quand on a un bébé. Ou même un enfant, tu sais, quand ton enfant est malade, puis
qui fait de la fièvre ou, tu sais, qui est sur le bord de convulser ou qu'il y a une otite puis son oreille se transforme en volcan de pus. C'est fréquent, là. Mais, tu sais, de se rappeler que we are one, que, tu sais, il y a d'autres parents en ce moment même qui vivent ça. Puis on le fait. C'est la même chose quand on accouche. Tu le sais, dans ma prépa à la naissance, j'en parle. Comment quand on s'en va enfanter, puis qu'on panique, puis qu'on pense qu'on y arrivera pas, ben à ce moment-là, il y a des milliers de femmes à travers le monde qui sont exactement à ce même endroit dans le vortex avec toi. Et ensemble, vous le faites. Vous enfantez l'humanité. Dans les accompagnements que je propose, c'est ce qui est appelé le transpersonnel que tu évoques. Et donc, du coup, c'est la dimension où, à travers nous, s'expriment aussi des choses qui sont vécues par énormément de personnes. Notre sensibilité va créer un petit peu le contraste entre les éléments qui nous constituent. Donc, par exemple, on peut être particulièrement sensible à une forme de violence ou à une forme d'art, ou etc. Et en fait, ça nous branche à un endroit où en fait il y a toute l'humanité qui est passée par cet endroit-là, je sais pas, la souffrance des femmes dans le monde ou la beauté de ce qui va être proposé par un artiste et qui va nous envoyer dans une dimension un peu parallèle sur le moment pendant un court instant. Et ben à cet endroit-là, on peut être en train de contacter tout ce que l'humanité a fait comme expérience à cet endroit-là. D'une certaine façon, on a les deux pieds dedans, quoi. Mm-hmm. Tout à fait. Vraiment. Puis, tu sais, aussi, c'est ça, comme, tu sais, j'accompagne régulièrement des mamans qui attendent leur premier enfant. Et j'aime leur dire, tu sais, c'est la première fois que tu vas le faire dans ce corps-là, mais tu l'as fait des milliers de fois avant. Alors, comment on peut se reconnecter à cette vérité, à ce savoir, c'est universel, éternel, transpersonnel, tu sais, qui est là, qui est inscrit dans le grand tout, puis qui est inscrit dans chacune de tes cellules, tu sais, tu vas le faire. Quand j'ai perdu mon fils, c'est moi, c'était la première fois que je touchais à une telle douleur, une telle dimension de l'amour, tu sais, dans ma vie, dans cette vie-ci. J'espère que ce sera la seule. Et bien sûr, j'avais perdu, tu sais, des bébés avant, mais je compare même pas les deux expériences là, tu sais. C'est vraiment pour moi, c'était vraiment différent. Mais à un moment donné, dans le deuil, tu sais, je me suis connectée à mais combien de fois j'ai perdu des enfants en réalité. Et comment je peux me connecter à toutes les mères avant moi pour qu'elles me donnent le code pour survivre à l'impensable, tu sais. Puis comment moi, ben maintenant, je suis une de ces femmes dans l'histoire qui va aussi offrir aux mères après moi, tu sais, ce code. We are one. C'est très beau et très touchant. Je te remercie de partager ça avec nous. J'ai envie de te poser cette question. Si on considère qu'on est tous multiples, quelle relation entretient la mère que tu es avec la compagne, l'amie, la professionnelle que tu es également? Est-ce que ces différentes casquettes discutent entre elles ou est-ce qu'elles sont toutes la même personne et il n'y a pas de distinction entre elles? Ah non, c'est toute la même personne. Mm-hmm. C'est indissociable. Je peux pas imaginer que c'est dissociable. Ouais. Ouais. Justement, c'est ça aussi que je dois te dire qu'avant ce rendez-vous, j'étais un peu impressionné de faire ta rencontre. Et je crois que c'est ce que tu viens de me dire là qui est impressionnant pour moi, c'est la coexistence de toutes les casquettes dans le même instant. Il y a un truc comme ça. Alors que dans la vie moderne, on a plutôt tendance à, tu sais, à fractionner un peu les choses. Ouais, à compartimenter. Mm-hmm. Ouais. Non. Non, pour moi, c'est tellement... tout est relié.
si ça va pas, tu sais, ben, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, si ça pète le matin avant d'aller à l'école, puis qu'il y a un de mes enfants qui pète une coche, puis après, tu sais, moi, je m'en vais en live depuis devant 200 personnes, ben, je suis capable de compartimenter, tu sais, je suis capable de mettre ça de côté puis faire, OK, ça, c'était un matin de merde, mais c'est pas l'histoire entière de ma vie. C'est juste des choses normales, des beaux problèmes d'enfants en santé que j'appelle. Alors, je compartimente et je me mets en live devant les 200 personnes. Fait que oui, je le fais, sauf que quand même, tu sais, je suis pas différente personne dans les sphères de ma vie. Tu sais, non, je pense que je suis quelqu'un d'assez authentique et véritable. Si ça va pas, bien sûr, tu sais, je vais pas ouvrir mon Zoom devant 200 personnes en disant « Ah, j'ai eu un matin de merde ». Sauf que si j'ai eu un matin de merde puis que je te croise à la pâtisserie ou à la boulangerie, ben que tu me demandes comment ça va, je vais te dire « Ben ça va, mais j'ai eu un matin de merde ». Tu sais, je vais être super honnête. J'adhère pas à ce concept de politesse inculqué dans notre société moderne, qu'on dise ça va quand ça va pas. Ça fait longtemps. Je pense que j'avais 20 ans là, puis que j'adhérais pas à ça déjà. Mm-hmm. Ouais. Ça donne une vraie valeur à ce qui est partagé sans avoir à décoder le sous-texte. Oui, puis tu le vois aussi quand les gens posent cette question, tu sais, quand ils te demandent comment ça va, puis ils sont déjà en train de regarder ailleurs. Moi, parfois, je vais dire, est-ce que tu veux la vraie réponse ou juste un ça va? Donc, je suis un peu baveuse des fois. Parce que, tu sais, je suis comme, tu me demandes si ça va, puis t'es en train de regarder ailleurs, donc tu te fous de moi, pourquoi tu me demandes si ça va, tu sais? Fuck you. Je suis comme un peu, tu sais, c'est rare, là, que ça m'arrive, mais bon, tu sais, ça arrive, là, tu sais, des fois, puis je suis comme, OK, toi, t'es ce genre de personne qui demande ça va, mais tu t'en fous de ma réponse, donc, tu sais, on sera pas amis, là, c'est clair, déjà, en partant, tu sais, comme, il y a aucun intérêt à ce que j'investisse dans cette relation. Mais non, pour moi, ça, c'est réglé depuis longtemps, puis je pense que le fait d'être une maman, ça l'a fait ça. C'est que quand t'es mère, t'as pas le temps de perdre ton temps avec des relations en surface, avec des relations juste polies, tu sais. Comme, c'est pas, ça, y a pas de place pour ça, tu sais. Je préfère prendre ce temps-là pour être avec mes enfants. Ok. Justement, on va revenir un petit peu à cette première naissance. Donc, en tant que papa Schrödinger, tu vois, je m'apprête à vivre cette expérience-là et c'est vraiment particulier parce que bah, y a l'existence de quelque chose que j'ai pas encore concrètement vécu. Et je me demande quelles craintes sont nées avec ton premier enfant. Ah, moi, quand Sévan quand on l'a amené à la maison, parce que, tu sais, à l'époque, on restait, je pense, 2 jours à l'hôpital. Et quand on est revenu, je me souviens d'arriver avec mon bébé dans notre appartement et de faire « Oh, on est dans la merde. Comme, faut qu'on le garde en vie. » Et de sentir cette responsabilité de devoir le garder en vie. Tu sais, c'était vraiment comme, c'était pas on est dans la merde, là. C'est un peu poche de dire ça comme ça, mais plus de sentir la responsabilité qu'on avait de garder ce petit être en vie, d'en prendre soin. Et tu sais, une peur qui a émergé rapidement, c'était la peur qu'il meurt dans son sommeil. À l'époque, on n'en parlait pas tant que ça, mais je pense que c'est une peur universelle qui existe depuis toujours. Un bébé, ça peut dormir tellement profondément. Et je me souviens, je pense qu'il devait avoir, tu sais, ça devait faire 2 jours là, qu'on est revenu à la maison. Et il était en train de dormir en pleine journée. Puis là, je vais le voir. Puis je pensais qu'il était mort. Puis je me souviens de crier, de le prendre, puis de faire « Stéphane! » Puis tu sais, il s'est comme réveillé juste de son sommeil. Puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, cette peur? » tu sais. Et vraiment, j'avais vraiment peur qu'il meure dans son sommeil. Tu sais, comme ça, c'est une peur que j'ai eue. Et personne ne parlait de ça, puis j'en ai jamais parlé à quelqu'un. Et pour moi, ce qui m'a aidé à transcender ça, c'était de le garder toujours près de moi. Et
Et maintenant, on connaît plus le phénomène de la mort subite du nouveau-né et on sait que de dormir avec son bébé, de le porter, de l'avoir toujours en proximité, ce sont des éléments qui sont protecteurs. Bien sûr, il faut dormir de façon sécuritaire et bien sûr, ça peut quand même arriver. Donc, il n'y a pas de garantie, jamais. C'est quand même quelque chose de rare, mais moi, je connais des gens, des parents très proximaux, super sains, qui avaient tous les éléments sécuritaires, qui ont perdu leur bébé de la mort subite. Donc, je pense que c'est une peur que tous les nouveaux parents, on a, souvent, pas toujours, mais souvent. Et moi, je dis souvent, comme c'est pour ça que ça vaut la peine d'en faire un deuxième, juste pour rentabiliser l'investissement, parce que effectivement, quand t'en as un deuxième, c'est comme si tu as plus confiance, tu sais, t'as moins peur. Moi, c'était vraiment avec mon premier, là, j'avais cette peur-là qui me terrifiait, comme vraiment. Et j'étais extrêmement jeune aussi, et c'est ça, tu sais, j'ai vraiment tout appris là avec cet enfant-là à une époque où, faut se rappeler, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas Facebook, on n'avait pas de cellulaire, tu sais, c'était vraiment de la pure intuition terrain. Ok. Et j'aimerais savoir quels espoirs sont nés avec Sévan. Je vais répondre tous les espoirs. Ouais. Okay. Tous les possibles. C'est, pour moi, le fait de toucher à cette capacité d'enfanter naturellement avec mon corps, de materner, de nourrir mon bébé, d'être dans une telle connexion, ça me donnait la force de réaliser tout ce que je voulais dans la vie. Et vraiment, chacun de mes bébés me propulsait à l'aube de ma nouvelle puissance de femme, de mère et de la femme que je suis devenue. Merci pour ça. Je me dis, petit clin d'œil, je pense pas que ça te soit déjà arrivé, mais en même temps, j'imagine que ce serait quand même possible. Mais au même titre que moi, je suis papa Schrödinger, ou pas au même titre, disons de façon encore un peu plus fictive. Mais t'es une grand-maman Schrödinger en possible, tu vois. Comment c'est pour toi cette perspective? Comment c'est pour toi de il va y avoir peut-être un cran qui va passer dans pas longtemps? Ben, ma grande fille, elle va avoir 20 ans cette année. Et c'est drôle parce que je pense pas qu'elle va avoir un enfant aussi jeune que moi j'en ai eu, là. C'est pas dans son projet de vie en ce moment. Mais bon, on sait jamais, la vie. Moi, je pense souvent à la moi grand-mère. Et ce que j'entends, c'est place tes affaires. Place tes affaires pour avoir le plus de temps possible. Parce que j'ai vraiment envie d'être cette grand-mère super hands-on, c'est qui déménage à la maison ou proche de la maison, qui prend les enfants, tu sais, au moins 3 semaines pendant l'été, tu sais, qui aide, qui supporte. C'est pas quelque chose que moi j'ai connu. Je l'ai connu un petit peu avec mes 2 premiers enfants, mais tu sais, à peine, là. C'est comme, j'ai pas, malheureusement, une famille qui est très impliquée. Et moi, j'ai vraiment envie, j'espère que j'aurai le privilège d'être grand-mère et j'ai envie d'être cette grand-mère qui est super hands-on, qui est super présente. Et ce que j'entends aussi quand je me connecte à elle, c'est allez, tu sais, va lever tes poids, prends soin de ta vie, prends soin de ton corps, tu sais, garde-toi en forme parce que tu sois en forme pour tes petits-enfants. C'est quoi pour toi l'importance de la lignée? Comment tu nous expliquerais ça? Ben, je suis très inspirée par cette vision des Premières Nations avec les 7 feux. Donc, tu sais, on est façonné, je dirais, notre inconscient est programmé avec les 7 feux avant nous, donc les 7 générations avant nous. Et bien au-delà, quand on va dans le transpersonnel, comme tu sais, et bien plus large même que notre propre famille.
Et tu sais, en plus, s'il y a 2 parents d'impliqués pour les enfants, ben ça implique aussi les 7 feux des 2 côtés. Et on a ce pouvoir d'être notre propre feu dans la lignée. Et je pense que c'est là notre responsabilité de prendre conscience de qu'est-ce qu'on met dans ce feu-là, de quoi on le nourrit, qu'est-ce qu'on décide de pas mettre dedans parce que ça va polluer à la fois notre vie, cette génération, mais les 7 après. Donc, il y a vraiment, tu sais, c'est sans prétention, mais cette intention de purifier le feu et d'y mettre les meilleures intentions pour que, après coup, tu sais, ça aille bien, qu'il nous remercie, que quand il ouvre un cercle ou quand il ouvre un discours, ben, il pense à nous de façon positive et avec gratitude. Mais je ne doute pas que ce soit le cas dans un futur plus ou moins proche. Et j'étais à un endroit où je sentais comme une connexion chez moi pour guérir de ma lignée que j'ai dans le dos, on va dire. Donc des 7 feux qui me précèdent, si je reprends tes mots. J'ai eu besoin d'élargir à l'humanité entière. J'ai eu besoin de faire ça pour me calmer un peu. Est-ce que ça te parle comme stratégie? Tout à fait. Parce que ben on peut pas non plus mettre tout sur le dos de nos parents, de nos grands-parents, tu sais, ils sont pas que, tu sais, ils ont pas que fait du mal, là, tu sais, ils sont aussi amour universel et divin, etc., là, mais peu importe ce qu'ils ont fait, tu sais, ils ont cette lumière en eux, peut-être qu'ils l'ont juste jamais vue, puis après ça, on peut qu'avoir de la compassion pour eux. Mais tu sais, moi, je viens d'une lignée qui est pas facile, qui a beaucoup de violence, qui a beaucoup d'abus et de négligence. Et donc, pour pouvoir, tu sais, me libérer un peu, il a aussi fallu que j'élargisse au contexte de notre humanité. Attends un peu, là. Tu sais, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé depuis les 140 dernières années, juste les 140 dernières années, ben, tu sais, ça fait naître beaucoup de compassion, puis beaucoup de pardon. Puis c'est comme, ah, OK. Et moi, je pense que quand on fait le travail qu'on fait, ben, on le fait aussi pour eux, puis ça envoie de la libération, ça les libère, tu sais, tu sais, combien de femmes avant moi qui n'ont pas pu parler, combien de femmes avant moi, tu sais, qui avaient que leur parole avait aucune importance. Moi, je suis la première femme dans ma lignée familiale à aller à l'université. Je suis la première femme à avoir une entreprise qui est successful, tu sais, qui fait vivre sa famille. Donc, comment, tu sais, le fait que je fasse ça, ben, j'amène aussi de la guérison pour toutes ces femmes intelligentes de ma lignée qui n'ont pas pu être éduquées, tu sais, qui pouvaient même pas voter ou avoir un compte de banque, qu'il fallait qu'ils demandent à leur mari. Ben, c'est ça. Oui, tout à fait. Du coup, dans ce que tu évoquais comme étant les 7 feux qui te succèdent, il y a aussi les 7 feux qui te précèdent. Si jamais toi, à l'endroit où tu es, il y a quelque chose de l'ordre de la réintégration, d'une certaine façon, de la désintégration, de la réintégration, et ouais, ça va derrière et devant en même temps. Oui, oui. Non, mais de toute façon, le temps, c'est juste, c'est une perception là qu'on se fait, une conception qu'on se fait, et ça nous aide à s'organiser dans la réalité ordinaire. Mais tu sais, le temps, c'est ça. Ça existe pas vraiment là. Ça existe dans notre réalité, mais tu sais, quand on va au-delà, il y a pas, c'est ça. C'est pas linéaire. C'est ça, je veux dire. Oui, je te rejoins. D'après toi, alors là, c'est une question que je trouve culottée de te poser et je l'ai déjà posée à d'autres invités et à chaque fois, je me dis, t'es quand même culotté de poser cette question, mais comment je pourrais ne pas la poser? D'après toi, comment donner de l'amour, de la sécurité et de la reconnaissance à son ou à ses enfants? D'abord, je pense que c'est important de s'en donner à soi-même.
C'est parce que si on s'aime pas soi-même, comment tu peux, c'est vraiment offrir un amour inconditionnel, tu sais. Fait que d'aller voir ça, et ça, c'est tout qu'un travail, je pense, pour beaucoup de personnes. Et tu sais, il y a des étapes dans notre vie où on s'aime, puis il y a des étapes dans notre vie où on s'aime moins. Et pour moi, comme maman, une chose que j'ai appris en observant d'autres parents, parce que c'était pas quelque chose que moi j'avais vécu, ben tu sais, de complimenter ses enfants, de leur dire qu'on les aime plus que pas assez. C'est comme, pour moi c'est vraiment important, tu sais, de leur dire qu'ils sont beaux, que je la trouve belle, ma fille, que je le trouve beau, mon garçon, que je le trouve intelligent. Et je sais pas, pour moi, c'est vraiment important de faire ça, de les encourager, de les voir, de reconnaître leurs efforts. Tu sais, je vois les efforts que tu as fait dans ce travail-là d'école que tu as fait. Tu sais, j'ai vu tout le temps que tu as mis. Je te trouve travaillante. Je te trouve dévouée. Ça me touche de voir ça. Tu sais, de les reconnaître. Je pense que ça fait partie de notre rôle, tu sais. Puis de les prendre chacun où ils sont parce que chaque enfant est vraiment différent. Et si on les compare, ben là, ça peut devenir vraiment difficile parce que ben on peut pas s'attendre à ce que chaque enfant soit pareil. Ouais. Donc les prendre vraiment dans leur unicité et oui, je pense que c'est ça notre rôle, de les faire grandir dans un nid d'amour le plus abondant possible. Et c'est pas toujours facile parce que la vie, c'est dur, puis c'est long, puis des fois, c'est vraiment, vraiment intense. Puis c'est beau, puis c'est grandiose. Mais c'est ça. J'ai envie d'évoquer avec toi quelque chose qui fait partie de ton travail. Et d'ailleurs, c'est en suivant ce que tu faisais que je me suis posé devant cette espèce de constat. Notre civilisation occidentale moderne se distancie de plus en plus des rites de passage, des passages qui nous font changer de dimension. J'aimerais savoir si tu partages ce constat et surtout, ça sert à quoi qu'est-ce qu'on perd quand on n'a plus les rites de passage? Je pense qu'on perd notre ancrage puis notre sécurité. Je pense qu'on perd notre communauté. Je pense qu'on perd nos options d'être supportés, d'être témoignés, d'être accompagnés, d'être vus. Les rites de passage, c'est vraiment c'est l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, avec toute l'histoire judéo-chrétienne qui nous a, nous, impacté d'où on vient, dans notre histoire, toi et moi, il y a eu tellement on a comme ostracisé tout ce qui est spirituel en dehors de la religion. Et on l'a même démonisé, tu sais. On nous a traités de sorcières, etc. On nous a catégorisés, blabla. Mais donc, aujourd'hui, si t'es pas dans une religion, ben t'as aucun rite de passage. T'as aucune pratique de cérémonie. T'as plus de rite. Et pourtant, avant les religions, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des rites. Que ce soit pour l'enfantement, l'arrivée d'un nouvel humain, le moment où il commence à marcher, la puberté, les premières règles, le mariage, la ménopause, la mort, le deuil, des grandes célébrations comme les récoltes, les plantations des jardins. Tout ça, c'était des choses qui étaient vécues collectivement en conscience sous forme de pratiques, de cérémonies, de rites. Et
le fait que la religion ait pris autant de place dans nos sociétés modernes, le fait qu'on a perdu ça. Donc, pour des gens, par exemple, comme moi, qui ne fait pas partie d'aucune religion ni d'aucune secte, ben, on n'en a plus. On n'a plus aucun repère. Et moi, toute ma vie, j'ai vécu avec aucun repère, aucune pratique. Et c'est vraiment quand je suis devenue maman, quand je suis devenue sage-femme, que j'ai découvert la pratique du mama blessing, la cérémonie avant l'accouchement où on va honorer la mère, le couple, la famille pour ce nouvel enfant qui arrive. Quand j'ai goûté à ça pour moi-même la première fois, j'ai fait « Wow, c'est de la bonne médecine, ça, il y a quelque chose là. » Et quand mon fils est mort, Sévan est mort au début de la pandémie. C'était, pour les gens qui ont vécu le deuil dans la pandémie, dans la première, probablement la deuxième vague aussi, ben c'était de l'isolement. On a eu personne qui était là. On l'a brûlé toute seule. On a eu personne au salon funéraire, à part 2-3 amis rebelles qui sont venus pareil. Et ça, c'était très précieux. Mais après, il n'y avait aucune visite. Il y avait beaucoup d'isolement. Et donc, on n'a même pas eu les rites qui ont été développés dans notre société moderne autour de la mort. On les a pas eu. Et un de mes instincts de survie à ce moment-là, pour moi, ça a été de commencer à faire des cercles avec ma famille. Et Sévan est mort à la pleine lune, et à chaque pleine lune, je mettais des coussins, puis je sortais mes petits objets précieux, on prenait ses cendres, on les mettait au centre, sa photo, etc. Puis on s'assoyait en famille, et c'était notre rituel pour faire comment ça va. Lune 1, 2 lunes, 3 lunes. On a fait ça toute la première année, puis après ça, tranquillement, cette pratique-là, on a arrêté de la faire. Mais le fait est qu'on a aussi développé au fil des ans, ça fait 4 ans cette année, il y a un rituel pour sa mort, pour sa fête, et on est encore en train d'apprendre à garder ces rituels pour honorer sa mémoire dans notre famille. Sauf que je suis capable de dire maintenant que ces cercles-là et le cercle qu'on a fait un peu plus tard, quand on avait le droit de voir des gens avec tous nos amis, où on a érigé son mode prière avec les drapeaux tibétains, etc. Pour moi, ces rites-là ont fait que j'ai survécu aux 2 premières années du deuil, qui étaient horribles. Et je pense que c'est ça que ça fait, les rites, les cérémonies, c'est d'honorer les rites de passage, aussi grandiose soit-il que celui de devenir père ou mère, que aussi difficile soit-il que celui de vivre la mort d'un proche, ou un divorce, ou la faillite de ta business, whatever, mais de se sentir supporté et de prendre le temps de ritualiser le truc pour dire c'est extraordinaire ou c'est vraiment dur. Et voici ce qui se passe, et voici ce que je retiens, et voici où j'en suis maintenant. Ça, c'est des choses qui, je pense, sont vraiment fondamentales et que je souhaite à tout le monde de réclamer dans leur vie s'ils n'ont pas une pratique religieuse. C'est ce que moi, je vois chez mes amis aussi qui sont, par exemple, chrétiens. J'ai plusieurs amis qui sont chrétiens. J'envie ça de leur vie. C'est que à chaque dimanche, ils ont l'église, ils ont leur communauté, ils font un plan pour la semaine. S'ils ont un besoin, il y a quelques personnes qui vont venir pendant la semaine pour les aider, etc. C'est beau, c'est beau qu'il y ait ça. Mais OK, mais si moi, là, je fais, qu'est-ce que j'ai? Donc, il faut se les inventer, nos rites, maintenant. Et accepter que, on est toutes un peu des petits sorciers et des petites sorcières de nous-mêmes et que c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. C'est même souhaitable, Et puis, on n'est pas obligé de s'appeler comme ça, mais de juste d'alchimiser les passages de notre vie, en les honorant de cette façon-là. On est encore dans la progressivité que tu citais plus tôt, en fait, j'ai l'impression.
Là, pour moi, un rite de passage, ça accompagne un changement de dimension. Et en fait, c'est la progressivité, c'est l'accompagnement d'un état dimensionnel à un autre, d'une certaine façon. Ça va comme traduction, ça? Mais c'est exactement ça. Si tu regardes dans le dictionnaire, c'est à peu près comme ça qu'ils disent. Sauf que si tu n'es pas reconnu dans ce cheminement-là, que tu sais, t'es pas comme reconnu avant comme quelqu'un qui s'en va le vivre, pendant comme quelqu'un qui le vit et comme après comme quelqu'un qui l'a vécu, ben no wonder qu'il y a autant de dépression postnatale, qu'il y a autant de divorces en postnatal, que le suicide est devenu la première cause de mort maternelle en France en 2024. C'est comme, parce que l'importance là-dedans, le but de ça, c'est de le vivre en te sentant témoigné, en te sentant soutenu et reconnu par ta tribu. C'est ça l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui fait que on le vit de façon optimale, ce changement d'identité. Sinon, on est perdu. Sinon, l'intégration va être difficile. Ouais. Je reviens sur l'image qui est vraiment la tienne pour parler de la naissance, l'arrivée sur cette terre. Tu parles de vortex. Et ce vortex, il a lieu qu'on le fasse en conscience ou pas. En tout cas, je sais que c'est ton éclairage dessus. Mais il y a quand même différentes façons de le traverser. Oui. Chaque vortex doit être différent, j'imagine. Mais il y a une chose que je me demande presque inconsciemment, c'est est-ce que dans le monde moderne qu'on a construit par peur de l'imprévisible, on ne s'est pas privé de la conscience du vortex en même temps? Est-ce que c'est pas les conséquences du fait de se protéger et d'y arriver trop bien qui fait que le vortex, c'est comme s'il avait disparu de la carte alors qu'il est quand même vécu, mais il est vécu dans les coulisses, dans l'inconscience la plupart du temps? Wow. Wow. Tout à fait. On est tellement dissociés maintenant. Tu sais, comme, tu sais, le vortex, il y a lieu, que tu le veuilles ou pas. Même si tu t'en vas faire une césarienne programmée, il y a lieu. Et tu sais, j'oserais dire, tu sais, même le vortex, tu sais, oui, je l'explique appliqué à la naissance, mais le vortex, il s'applique aussi à tous les grands passages, tu sais, que ça soit, tu sais, le deuil, la maladie, la mort, la ménopause, tu sais, une séparation. C'est quand tu vis quelque chose qui te transforme dans la vie, tu vis un vortex et les étapes, on peut les appliquer. Tu peux dire, OK, là, je suis à l'étape de la fragmentation. C'est comme, même quand on fait un projet, tu sais, que on est dans notre business puis on est en train de manifester un nouveau truc, etc., on a toujours un moment où on fait comme, holy shit, j'y arriverai pas, c'était de la folie, tu sais, comme, à quoi j'ai pensé, etc. Et ça, c'est ça, c'est la fragmentation. Donc, le vortex, c'est partout. C'est tout spin dans l'univers, là. C'est tout spin. Tout est spirale. Mais c'est ça, on n'en est pas conscient, on le fuit parce que, comme tu disais un peu plus tôt, tu sais, on est dans notre tête. Puis c'est vraiment le concept, c'est le vieux paradigme de la psychologie. C'est comme, on va en parler, donc ça va te faire du bien. Ben, on peut en parler, mais tant qu'on va pas aller dans ton corps, puis aller voir comment ton corps l'a enregistré, puis qu'est-ce qu'il garde et qu'il peut libérer, ben, tu vas pas aller mieux tant que ça. Ouais. Je voudrais savoir si c'est une question recevable pour toi, si je te dis simplement, ça veut dire quoi pour toi le masculin? Ben oui, c'est recevable. Ben le masculin, tu sais, comme je disais tantôt, we are one. Tu sais, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a le féminin, il y a le masculin, mais le féminin et le masculin sont dans les hommes et dans la femme aussi. Tu sais, c'est pas un truc de genre. On a en nous, tu sais, à la fois cette énergie masculine qui est associée beaucoup à la mise en action, la création, la manifestation, etc. C'est là vers droite chez les femmes, si on le met dans le corps, au niveau de la source. Et le féminin, c'est vraiment dans tout ce qui est prendre soin
dans ce qui est la dévotion envers les autres, mais aussi prendre soin de nous, de toute cette notion maternelle, paternelle. Donc, c'est à la fois, les deux sont à la fois dans l'homme et la femme. Mm-hmm. Du coup, justement, c'est quoi alors être un homme pour toi? Je pense que ce serait un peu prétentieux pour moi de penser que je sais c'est quoi être un homme. Je peux dire ce que j'observe et c'est vraiment une question difficile. Pour moi, être un homme, en tout cas pour moi, les hommes, c'est vraiment nos potentiels gros arbres, c'est comme femme. Bon, moi, je suis en couple avec un homme depuis 28 ans bientôt et tu sais, c'est ça, pour moi, l'homme, c'est mon ancrage, c'est celui qui m'amène de la sécurité, qui me permet d'être vulnérable, avec qui j'ai le droit d'être en miettes, puis d'être un enfant, comme avec qui je me sens, tu sais, être une déesse extrêmement puissante, donc les deux à la fois. Et bien sûr, tu sais, moi, j'ai la chance de côtoyer des hommes dans ma vie qui sont extrêmement bons, extrêmement dévoués, conscients, humbles, qui ont, tu sais, qui sont pas parfaits. Il y a personne de parfait, mais qui, je pense, sont assez en paix avec cette part féminine en eux et même l'importance d'être en paix avec cette part féminine en eux. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai dans ma vie la chance de côtoyer des hommes extraordinaires. Puis dans ma clientèle, les hommes que je côtoie, ben, c'est des hommes bons. Mais je sais très bien qu'il y a des hommes dans l'humanité, il y a vraiment beaucoup d'hommes qui sont dans ce patriarcat toxique qui réduit la femme, qui abuse d'elle, qui la dénigre, qui la respecte pas. Et ça, c'est débile mental encore, que ça soit là, mais bon, c'est l'histoire de l'humanité aussi. Si je pousse jusqu'à te demander, c'est quoi pour toi être une femme? Qu'est-ce qui vient? Un privilège. C'est un privilège d'être une femme. Vraiment un privilège. Et oui, c'est une chance parce que c'est nous qui enfantons l'humanité. Alors, je suis très heureuse d'être une femme. et être une femme à l'ère moderne, pour moi, tu sais, dans mon corps de blanche, nord-américaine, éduquée, privilégiée, ben, ça vient aussi avec une responsabilité pour toutes les autres femmes à travers le monde qui n'ont pas cette voix, qui n'ont pas ces outils ou ces opportunités de s'exprimer et de manifester leur grandeur comme elles pourraient le faire s'il y avait mes privilèges. Donc, tu sais, je pense qu'on a le devoir comme femme de vivre une vie en étant consciente aussi de ça. Savais-tu qu'il y a environ 800 femmes par jour à travers le monde qui s'en vont accoucher et qui perdent la vie? Non, je ne savais pas. Tu sais, puis ça, c'est juste en lien avec l'obstétrique, là. Mais, tu sais, c'est comme il y a 800 familles à chaque jour qui perdent leur mère quand elle s'en va accoucher. Donc, tu sais, c'est vraiment notre responsabilité, je pense, en tant qu'humain privilégié, homme ou femme, de faire les choses pour le bon, de faire les choses pour l'évolution, pour que les choses, tu sais, que l'éducation soit accessible, que les connaissances soient accessibles et de vivre cette vie en étant conscient de nos privilèges.
Ok, merci pour ta réponse. J'ai une question qui est un peu longue, mais je pense que j'ai vraiment envie de te la poser. En préparant l'accouchement de ma compagne, j'ai réalisé que la plus grande peur que j'ai, ce ne sont pas les complications naturelles possibles. En fait, j'ai confiance en ma compagne, j'ai confiance en mon fils pour travailler ensemble à une naissance belle et naturelle. Ce que je crains le plus à l'heure actuelle, et j'ai été vraiment sidéré de constater ça, c'est d'heurter la susceptibilité du personnel soignant en leur Mhm. en leur demandant de ne pas intervenir comme ils le souhaiteraient, ou bien de les laisser intervenir et de couper la fluidité du moment. Sachant cela, est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour éviter de heurter leur susceptibilité? Hmm. C'est une très bonne question. Puis c'est une question qui est très légitime parce que, ben, je sais pas toi, mais la plupart de nous, on a été programmés à, à se mettre en soumission au personnel soignant, à voir les médecins comme des dieux, à être des patients, puis à s'abandonner aveuglément dans leurs soins. Et donc, quand on fait un chemin de conscience, puis qu'on s'en va accoucher, puis qu'on se rend compte que, attends un peu, là, c'est naturel, accoucher, tout ça, ça devrait bien aller, et qu'on s'apprête peut-être à dire, ben non, ça, on veut pas ça, ça, on va attendre, on peut, ou à négocier des trucs, ben c'est probablement la première fois de notre vie qu'on va faire ça. Et, et ça peut faire peur. Et j'ai envie, j'ai vraiment envie de t'encourager à rester connecté à ta femme, à rester connecté à ton fils, puis à votre projet à vous. Et à faire du quantum avec ça, puis si jamais il y a quelque chose qui va pas ou que tu t'apprêtes à dire non, ça on veut pas ça, ou est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on peut en parler, tu sais, de le faire avec toute la grâce et la politesse que tu as depuis qu'on a comme, tu sais, je veux dire, je le vois bien là, tu sais, juste de le faire avec ça, mais avec cette certitude que tu es là pour prendre pour ta femme, que tu n'es pas là pour faire plaisir à qui que ce soit du personnel soignant, que tu es vraiment le gros arbre de ta femme. Tu n'es pas le gros arbre du médecin. Parce que quand tu vas revenir chez vous, que vous allez tisser cette naissance ensemble, vous allez élever garder en vie cet enfant, le nourrir, apprendre à le connaître, puis éventuellement l'élever. Ta femme, ce qu'elle va se souvenir pour toute sa vie, c'est comment tu étais avec elle ou comment tu étais avec le personnel soignant. Et tu sais, pour avoir vu cette situation à maintes reprises, je sais que quand l'homme devient complice des interventions qu'on voulait pas pour faire plaisir aux médecins, ça fait vraiment de la merde dans les couples et ça peut finir en trauma de naissance, ça peut finir en séparation. Donc, c'est un non négociable. Tu es là pour être le gros arbre de ta femme. Et tu sais, moi, j'aime toujours dire aux couples qui s'en vont accoucher à l'hôpital, médico-légalement parlant, s'ils n'ont pas ton accord, ils n'ont aucun droit de faire le geste. Alors que la femme, elle est considérée comme une patiente vulnérable et ils vont pas tellement considérer, malheureusement, son non ou son oui. Ben, ils vont prendre son oui pour un oui, mais ils vont pas nécessairement considérer son non comme valable. Alors que s'il vient de l'homme, ils peuvent pas rien faire parce que ils savent que si tu les amènes en cours, ben, ils n'avaient pas ton consentement, donc c'est eux qui sont dans le tort. Donc, l'idée, c'est pas d'arriver là puis de se battre, mais c'est quand même d'arriver là et d'être assez dans la solidité et la certitude de votre valeur, de votre projet, de vos compétences pour rester ancré là-dedans, puis rester le gros arbre pour ta femme. Ouais. Bah, je te remercie pour ce conseil. Et j'aimerais préciser que si tu veux,
on est bien accueilli par le personnel soignant, qui a même, par l'intermédiaire d'une de ses représentantes, avoué, d'une certaine façon, être démunis par rapport au projet qu'on leur proposait. Et, et, et j'ai vu quelqu'un de vulnérable en train de dire, oui, mais nous, on a besoin de se rassurer là. Et vous nous enlevez nos besoins de nous rassurer. J'ai trouvé ça hyper fort comme moment. J'ai été très reconnaissant envers cette personne qui a osé dire ça, quoi, parce que je trouvais ça vraiment très beau. Et en même temps, j'ai l'impression que ça met de la fragilité partout. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai jamais été un gros arbre dans cette situation-là. Je l'ai été dans d'autres. Eux, leur habitude, c'est de se sentir gros arbre en faisant leur intervention autant qu'ils veulent et de prendre en main les situations avec leur protocole. Et puis, ma compagne, c'est la première fois. Et donc, du coup, il y a de la fragilité de partout. C'est beau, je suis touché par cette fragilité. Et en même temps, je vais faire le plus gros arbre que je peux. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, tu sais, de grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, tu sais. Il y a un truc un peu... il y a un truc un peu, je suis un gros arbre. Et en même temps, je sens qu'il y a une fragilité derrière ça que je peux toucher là. Ben, avec raison. Je pense que même ton soma est en train de te faire réaliser que, attends un peu, là, tu t'en vas t'exposer à quelque chose de grand. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, si tu t'en vas accoucher à l'hôpital, ben même si tu accouches chez toi ou si tu vas accoucher à la maison de naissance, c'est vraiment important d'y aller le plus tard possible. Quand vraiment les contractions sont ultra régulières aux 2-3 minutes, super intenses, que tu sais, limite, ça commence à pousser, là, tu sais, dans ton bas de dos. Pas que ton bébé est en train de sortir, mais tu sais, que le bébé est tellement bas que, tu sais, mais, ouais, parce que quand tu arrives à ce moment-là, ben, ils n'ont pas le temps de te faire des interventions. Alors que quand tu arrives à 3 centimètres, ben là, même la personne la mieux préparée, la plus motivée, va probablement se faire bouffer par le loup de la médicalisation. Donc, je vous dirais d'arriver le plus tard possible. Puis, ben, c'est sûr que là, c'est dans quelques semaines, donc c'est peut-être pas encore possible. Je sais pas si vous avez une doula, mais avoir une doula, c'est toujours une bonne médecine. On est bien accompagné. D'ailleurs, elle fait partie des personnes que j'ai interviewées sur ce format-là, tu vois, des questions de Papa Schrödinger. Donc, on est bien accompagné. Donc, vous avez une doula? Ouais. Ah, cool. Ben là, est-ce qu'elle va aller avec vous à l'hôpital? Je ne pense pas. En fait, il n'y a qu'une seule personne qui est autorisée. Ah, c'est ça. On se garde cette possibilité quand même parce que on est dans une communication qui est fluide. Et par contre, elle sera présente avec nous sur le début qu'on compte faire durer le plus longtemps possible. Donc, on te rejoint dans cette ouais. Ben, ça va le faire. Hein. Bah ça oui, va le faire. Tu sais, puis dans la naissance, souvent, ce que je remarque particulièrement lors des accouchements en maternité, c'est que au sommet du vortex, quand l'intensité est vraiment au maximum et que ton projet, c'est pas de prendre la péridurale, mais que tu es entouré de soignants qui voient jamais ça, un accouchement naturel, ben c'est là qui est le moment le plus comme où tout peut glisser, si on peut dire, parce que la panique est normale. La femme, elle est dans un état où on a l'impression qu'on doit la sauver, mais on doit pas la sauver, on doit juste lui rappeler que c'est normal. Tu te souviens, c'est ton sommet, laisse-toi fragmenter, t'es tout proche, tu vas y arriver. Et c'est là vraiment que tu vas sentir ce gros arbre, puis tu sais, de lui dire comme, je suis avec toi, tu vas le faire, you're doing it, vas-y mon amour, comme, laisse-toi fragmenter, t'es tout proche, tu te souviens, t'es tout proche. T'sais. Mais souvent, ce moment-là, c'est le moment où les soignants vont paniquer et vont vraiment insister pour la péridurale. Moi, je me souviens, mon premier qui est né à l'hôpital, c'est le seul qui est né à l'hôpital, je paniquais, j'étais dans cette panique, ce sommet,
Et il y avait une infirmière qui me disait tout le temps, mais prends l'épidurale, tu sentiras plus rien. Puis là, au début, je disais non, je la veux pas. Puis elle disait, mais je sais pas pourquoi tu veux prendre la péridurale. Tu veux pas prendre la péridurale alors que tu pourrais être comme ça pendant encore 18 heures. Et ce qu'elle savait pas, c'est que moi, ma mère m'a toujours dit que ça avait pris 18 heures m'accoucher. Et donc là, elle m'a sorti ça comme ça. Et là, j'ai dit, OK, je veux prendre la péridurale. Je la veux, tu sais. Et finalement, j'ai pas eu le temps de prendre la péridurale parce que mon bébé est né, tu sais. Il est sorti. Mais j'allais la prendre parce que dans cet état-là où t'as personne qui te rassure puis qui te dit que c'est normal, que même ça, t'es capable de le faire, ben c'est sûr que si on te pend la carotte, là, tu vas la manger, tu sais. Ouais. Alors, c'est dans ce moment-là, tu sais, si vous pouvez même, tu sais, je veux dire, si tu as besoin du support de ta doula, je te dirais, n'hésite pas à appeler ta doula, à la mettre en FaceTime avec vous, tu sais, puis à le faire. Si c'est ça votre projet, de le faire sans péri. Ouais. C'est tout qu'un exploit d'accoucher en maternité et de pas prendre la péridurale. C'est pas facile. Ouais. Ouais, mais écoute, c'est possible. C'est possible de le faire. Il y a des milliers de femmes qui le font chaque jour. Ouais. Ouais. On a cette prétention. On va faire ça. C'est pas une grande prétention, là. C'est juste une belle conviction de votre capacité. On approche de la fin de notre échange. J'aurais envie de te poser comme question, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans notre échange, te donne envie de préciser, quelque chose qui te semble pas fermé, que tu voudrais... Et après ça, je te proposerai un petit jeu. Ben, je me sens bien. Je pense qu'on peut passer à ton petit jeu. Ok. C'est un petit jeu rapide. Je te propose simplement de compléter spontanément les phrases que je vais te proposer. Cool. Avec ce qui vient. Et voilà, donc je parle à ta place et puis après toi tu finis. Ça marche? Oui. Devenir parent, ça m'a rendu plus... forte. Devenir parent, ça m'a rendu moins... fragile. En devenant parent, j'ai mieux compris... la vie. Ma peur principale en tant que parent, c'est... perdre un enfant. Ce que j'aimerais dire à mes enfants, là, tout de suite, c'est... je vous aime. Merci beaucoup, Karine, pour cet échange. Merci Mathieu. Pour ta confiance, pour la fluidité et l'intensité, pour l'autorisation que tu te donnes d'être toi comme ça. Merci beaucoup. Oh. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse et son soutien indéfectible. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire, à t'abonner bien entendu et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!